Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le Royaume sans soleil de Maya Brahmi et de Karine Dassaï, des éditions Saltimbanque. Bonne écoute. Il était une fois un royaume triste et gris dans une vallée pelée. Et dans cette vallée pelée, un château qui s'enfonçait dans un marécage puant. Jadis, le soleil rayonnait sur ce royaume et l'eau de la rivière désaltérait les gosiers les plus assoiffés. Ces temps-là, Blanche ne l'avait pas connu. Dans la plus haute tour du château, la fille du roi rêvait d'oiseaux à travers l'histoire de la princesse amérindienne Sacagawea, la femme oiseau. Quand Blanche demandait pourquoi ils avaient tous disparu, on lui parlait de malédiction. Comment aurait-elle pu se douter que c'était en fait les hommes qui avaient pillé la nature jusqu'à en obscurcir le ciel? Son regard se tournait alors vers le seul arbre encore debout. Il était comme un livre ouvert qu'elle ne pouvait lire. Elle avait tellement lu l'histoire de Sacagawea qu'elle la connaissait par cœur. Elle la déclamait au vent, imaginant la couleur des saisons, l'odeur de l'herbe, le craquement des pommes de pin sous les pieds ou la douceur humide de la mousse. Une phrase l'intriguait plus que les autres. À travers les feuilles, je verrai le ciel bleu et pourrai m'émerveiller de l'éternité de notre terre. Elle la roulait dans sa bouche, telle une formule magique, goûtant à son mystère, persuadée qu'il y avait, cachée là, la vérité qu'elle cherchait. Son père, le roi, la traitait de rêveuse. « Ma fille, » lui répéta-t-il, « l'essentiel, c'est de savoir s'adapter. Tout est remplaçable, même le soleil. » Et depuis qu'il vendait de la lumière, du pâle matin d'hiver à l'éclaboussant après-midi d'été, son système pouvait mimer les saisons. Au réveil, il aimait faire ses exercices fenêtres ouvertes. Pour chasser l'odeur nauséabonde de l'usine toute proche, la reine fleurissait leur chambre de jasmin, de roses et de pois de senteur. C'étaient les seules fleurs du royaume, cultivées en serre par le jardinier. Le jour du 7e anniversaire de Blanche, le roi et la reine invitèrent tous les enfants du royaume à assister à un gigantesque lâcher de ballons. Blanche s'en attacha une grappe dans le dos. Elle décolla de la pelouse et s'éleva dans les airs. Bientôt, d'autres l'imitèrent. « Je suis une hirondelle !» cria-t-elle au vent. « J'apporte le printemps ! Je suis la femme oiseau ! Je vois mon pays au-delà des nuages, où tout chante, même les couleurs. » Cependant, voyant l'épaisse fumée de l'usine se rapprocher, la reine s'inquiéta. « Revenez plutôt manger le gâteau !» Dans la salle de réception, il trônait, énorme, surmonté d'un oiseau meringué. Comme chaque année, le chef cuisinier monta sur un escabeau et le remit à Blanche sous les applaudissements. Mais le colibri était tellement ressemblant qu'elle n'eut pas le cœur de croquer dedans. Il lui semblait qu'il pouvait à tout instant déployer ses ailes et s'envoler. La fête terminée, elle dénoua ses boutillons et grimpa jusqu'à sa chambre, la meringue à la main. À peine la porte poussée, l'espace se remplit de chants d'oiseaux. Blanche hésitait entre rire et pleurs tant c'était beau. Elle se mit à danser. Au bout d'un moment, essoufflée, elle s'assit sur son lit et découvrit un petit boîtier sur sa table de nuit. En le manipulant, il était possible de choisir différentes ambiances sonores,
passer d'une forêt qui s'éveille au printemps à la symphonie d'une île exotique. Elle courut remercier ses parents, mais le roi, déjà couché, avait demandé qu'on ne le dérangeât sous aucun prétexte. « J'irai lui faire part de ta joie, » lui dit la reine en la serrant fort dans ses bras. « Il est épuisé, mon canari. Demain, tu pourras le voir. » Mais le lendemain, le roi n'eut pas la force de se lever. La reine fit quérir le médecin du royaume. Genouilla dépité. « Désolé, votre majesté, votre mal m'est inconnu. » Le roi toussa et, d'un geste, le congédia, énervé. Le médecin se confia alors à la reine. « Ma reine, il y a urgence. C'est une véritable épidémie. L'ensemble du royaume est touché, et je crois que la fumée de l'usine en est la cause. De mon côté, j'y vois les signes de la malédiction, répondit-elle, consternée. Et contre une malédiction, personne ne peut rien. Le médecin se garda bien de lui dire qu'en homme de science, il ne croyait pas aux malédictions, mais que s'il y en avait une, c'était d'avoir un roi et une reine aussi aveugles. En allant frapper à la porte de ses parents, Blanche les surprit en grande conversation. J'ai ressorti le vieux grimoire de l'arrière-grand-tante Eulalie. C'est le seul espoir de lever la malédiction. Mamie, vous deviez jeter cette vieillerie, répliqua le roi, agacé. Ne recommencez pas avec votre magie, je vous en prie. Faites venir des spécialistes et vite. Mes jours sont comptés. Et si vous vous trompiez, votre majesté, s'énerva la reine. En ouvrant le grimoire, cela m'a sauté aux yeux. Tous ces remèdes sont à base de plantes et de petites bêtes. Je vous mets au défi de me trouver une feuille d'ortie ou une patte d'araignée dans tout le royaume. Grand bien nous fasse. Armand, ne vous souvenez-vous donc pas du chant des merles aux premières heures du jour? De l'odeur des forêts où nous jouions? Si nous n'enrayons pas le sort, nous allons tous disparaître. Qu'on me remette sur pied et s'il le faut, je perds mon temps avec vous, soupira-t-elle tristement, et elle sortit. Blanche se jeta dans ses bras. Mère, nous allons tous mourir. Si seulement j'étais un oiseau pour percer les nuages et rapporter la vie dans mon bec. Faute de plantes s'étendait sous les fenêtres du château un jardin fait de sable et de pierre. Ce jour-là, en voulant en soulever une belle dans la rivière, le jardinier du roi glissa et but la tasse. Le soir venu, il se retrouva couvert de pustules. En ville, les gens s'affolèrent. L'usine se déverse dans la rivière. Si son eau est empoisonnée, la fumée l'est certainement aussi. C'est pour ça que nous toussons. Ils coururent se barricader chez eux. Certains décidèrent de faire leurs valises pour quitter le royaume. Seuls quelques courageux se ruèrent au château pour demander des comptes au roi. « Fermez mon usine !» gronda-t-il. « Ils ont perdu la tête !» De colère, il se rua en pyjama sur son balcon pour leur répondre. La fumée s'enroula alors autour de lui et provoqua une quinte de toux qui le plia en deux. C'est ainsi que son usine fut fermée sans son consentement. La rumeur arriva dans les autres royaumes et aucun médecin ne voulut risquer sa vie en s'y rendant. Incapable de dormir,
Blanche tournait en rond dans sa chambre en écoutant ces chants d'oiseaux. « Trouve une solution. Il doit bien y en avoir une. Trouve !» se répétait-elle à elle-même, inquiète. Soudain, elle entendit un bourdonnement et vit quelque chose volter, qu'elle prit d'abord pour un papillon ou une libellule. Elle écarquilla les yeux, incrédule, et reconnut le colibri meringué de son gâteau d'anniversaire. « Je dois rêver » pensa-t-elle tout haut. « Non, tu ne rêves pas » répondit l'oiseau avec une voix de femme. Dehors, tout aussi incroyable, la lune, immense et ronde, perçait le brouillard par endroits. On ne l'avait plus vue depuis la naissance de la princesse, cette nuit de pleine lune où les raies d'argent avaient illuminé le visage de la petite et fait s'écrier sa mère. Elle s'appellera Blanche. Monte sur mes ailes, il n'y a pas de temps à perdre, siffla le colibri. Et ma famille, mon royaume? Jamais je ne les abandonnerai. J'ai fait tout ce chemin, s'essouffla-t-il, pour toi. Et le bourdonnement stoppa. Blanche vit alors l'oiseau comme suspendu, flottant dans les airs. Qu'as-tu? dit-elle soudain paniquée. Es-tu malade toi aussi? Elle alla chercher son encyclopédie. Les pages étaient toutes cornées, tant elle avait lu. Du nectar de fleurs, bien sûr, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Mais voudra-t-il des fleurs du jardinier? Blanche prit délicatement l'oiseau dans ses mains et fila à la serre, derrière le château. Elle la vit briller, de loin, sous la lune, comme si l'astre guidait ses pas. À l'intérieur, Blanche chercha la plus belle rose et y déposa le colibri, qui ne tarda pas à se gorger à nouveau de vie. La lune décline, bientôt il sera trop tard, énonça-t-il de sa belle voix retrouvée. Qui es-tu? L'esprit de la princesse Sakagaway. Je viens du pays des montagnes rouges, là-bas, de l'autre côté de l'horizon. Blanche se retrouva alors sur un nuage de plumes. Ensemble, ils montèrent encore, s'éloignant du gris de la nuit. La lune se reflétait dans les yeux de l'oiseau. Blanche ouvrit les yeux sur une douce lumière orange qui perçait à l'horizon. « Bonjour soleil !» lança joyeusement le colibri. Le soleil, c'était donc lui? Comment pourrait-elle, à son retour, raconter à ses parents l'émotion ressentie face au jour qui se lève? C'était comme si elle voyait pour la première fois, ses yeux étaient baignés de joie. Elle aperçut plus bas une mer verte, des arbres à perte de vue. Le colibri piqua alors vers une clairière. « Te voici arrivé », annonça-t-il. C'était le pays où tout chante, la vie bruissait de tous côtés. Insectes. Elle avait toujours su, même un simple brin d'herbe en train de pousser faisait une musique esquisse. La terre sous ses pieds bougeait, habitée, parfumée. Elle sentait les racines des arbres creuser pour trouver l'eau, plus profond le frémissement des sources, jusqu'au bouillonnement de la lave au cœur de la planète. Les arbres ronronnaient sous ses caresses, comme des gros chats. Toutes les couleurs du monde entraient en elle en dansant. La tête se mit à lui tourner et elle s'allongea sur la terre tiède. Malgré la clarté du jour, elle voyait jusqu'aux étoiles. Alors, elle comprit. La princesse Sakagaway lui fit soudain face, couronnée d'oiseaux, aussi belle qu'un arbre. Oui, Blanche, tu es de la poussière d'étoiles.
dit-elle de sa voix douce, lisant ses pensées. Ainsi les hommes sont faits. Il y a longtemps, j'en ai guidé sur mon territoire. S'ils réussirent leur expédition, ce n'est pas grâce à moi, mais à la terre-mère qui nous protège. C'est elle qui nourrit, soigne, abrite, enchante. Quoi ne m'ont-ils pas écouté? Es-tu à l'origine de la malédiction? Demanda Blanche. Non, petite princesse. Les hommes ont scellé leur sort en oubliant leurs origines. Il est trop tard alors? Conclut la fillette à mi-voix. Le bleu du ciel ne reviendra pas. Sakagawea s'approcha de Blanche, et les oiseaux, sur sa tête, ses bras, entonnèrent une sérénade. Tant qu'il y a un arbre debout, il y a l'espoir, la rassura-t-elle. Et elle déposa dans la main droite de Blanche un brin d'herbe surmonté d'une coccinelle. Plante-le à l'ombre d'un arbre et attends. Patience. La forêt repoussera et les oiseaux reviendront. Blanche regarda l'insecte bijou, à la fois émerveillée et le cœur brisé à l'idée que son père ne le voit jamais. Dans sa main gauche, la mère indienne lui remit alors une petite boussole soyeuse. Pose ce cocon à côté de ton père. De la nuit naîtra la couleur. De la couleur, la vie. Ensuite, ouvre les rideaux, les volets, les fenêtres et laisse-le s'envoler. C'est tout, et il sera guéri? Demanda la fillette pleine d'espoir. Tout dépend de lui. Saura-t-il s'émouvoir de la naissance d'un papillon? Blanche allait remercier Sakagawea quand un rayon de soleil lui ferma les yeux. Elle s'attendait à entendre le bourdonnement du colibri, au lieu de quoi ce fut la voix douce de la princesse. Désormais, tu es Wayo, colombe du printemps. Vole, petite sœur, retourne auprès des tiens. Le temps a passé, mais dans le royaume on raconte toujours l'épidémie qui sévissait alors sous le ciel gris, et le voyage de la princesse Blanche au pays de la femme oiseau, qui lui révéla l'origine des hommes, leur place dans l'univers et permit de faire surgir l'aube d'un nouveau jour. Enfants et adultes ne se lassent pas d'écouter comment, assistant à la naissance d'un papillon, le roi fut sauvé en versant sa première larme. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.